Vous retrouverez Marc demain pour vos bulletins. Passez une très belle soirée. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 3 Alpes. Il est presque 19h. Au sommaire de ce journal en Savoie, tout d'abord, après M et Saint-Jean-de-Maurienne, la commune d'Albertville a décidé d'armer sa police municipale. Depuis le mois dernier, 3 agents sillonnent les rues de la ville, armes à la ceinture, une mesure plutôt bien accueillie par la population, vous le verrez. En Isère, la foire de Grenoble bat son plein depuis quelques jours déjà. Dans les allées, 500 stands proposés cette année aux visiteurs venus faire la chasse aux bonnes affaires. Alors justement, est-ce toujours le meilleur endroit pour les faire? Nous en parlerons avec notre invité Christophe Comte, directeur commercial d'Alpexpo. Et puis proposer du local dans les assiettes des cantines scolaires, c'est l'objectif du site Naturopole qui s'implante en Savoie, au cœur de la Chautagne. Le principe en est simple, regrouper des terres maraîchères autour d'une unité de transformation et d'une cuisine collective. Tout de suite après notre journal, votre édition nationale avec l'élargissement du prêt à taux zéro. 2 fois plus de ménages concernés au 1er janvier, sans intérêt et sans frais. Il permettra aussi d'emprunter plus d'argent et sera étendu à l'ensemble de la France. Et puis la Birmanie qui entame une nouvelle page de son histoire. La large victoire de l'opposante Aung San Suu Kyi est confirmée par les premiers résultats officiels. L'espoir de tourner la page de 25 ans de dictature et de junte militaire. Retour dans les Alpes, à La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie, tout d'abord, où un local de stockage du Secours catholique a été victime d'un incendie. Hier après-midi, tout y a brûlé, notamment des meubles provenant de dons et destinés à aider des personnes dans le besoin. Une situation provoquant la colère et le désarroi aussi des bénévoles de l'association. Reportage de Marion Feutry et Christian Mathieu. Quelques fumerolles et un amas de cendres, c'est tout ce qu'il reste du matériel du Secours catholique. L'incendie s'est déclaré hier après-midi. C'est un voisin qui a donné l'alerte. Depuis ma fenêtre, j'ai commencé à voir les flammes à l'intérieur du bâtiment. Ça s'est propagé très très vite. En 10 minutes, un quart d'heure, le bâtiment était complètement en feu. Malgré l'intervention rapide des pompiers, tout le stock est parti en fumée. Des dons collectés par les bénévoles, principalement du mobilier, canapés, armoires, matelas ou électroménagers. Nous, on faisait ça, c'était vraiment pour aider les gens vraiment qui sont en difficulté, parce qu'on avait des familles qui se retrouvaient avec rien du tout. Ils étaient vraiment contents de retrouver ce qu'on pouvait leur donner. Écœurés, les bénévoles vont devoir rechercher un nouveau local de stockage. Le maire de la commune est venu ce matin constater les dégâts et assurer l'association de son soutien. C'est dur pour nous, c'est révoltant, c'est vrai. Qu'on fasse ça tout bénévole, j'en passe des heures, mais enfin bon. Ce qui est surtout important, c'est que c'est leur mission, c'est d'aider les gens qui sont un petit peu dans la pauvreté, donc ça paraît tout à fait normal qu'on leur donne un coup de main. Bon, c'est regrettable ce qui s'est passé, mais bon, on va retrouver des solutions. On va rebondir, il faut. Régulièrement vandalisé, le local ne possédait ni chauffage ni électricité. Alors, incendie criminel ou erreur humaine, une enquête est en cours pour le déterminer. À Albertville, en le Savoie, ils sont 3 depuis le mois dernier. 3 agents de la police municipale à arpenter les rues, désormais équipés d'une arme de service. Une décision de la mairie qui rejoint ainsi les communes d'Aime et de Saint-Jean-de-Maurienne. Décision qui, visiblement, auprès des habitants, ne fait pas débat. Claudine Longhi-Bernard et Franck Serroni. Ils sont 3 policiers municipaux qui, depuis quelques jours, arborent à leur ceinturon un revolver de calibre 38. Jusqu'alors, dans la ville, seule la police nationale pouvait porter une arme. Dans les rues qu'ils sécurisent, personne ne remarque le changement et les commerçants qu'ils visitent sont plutôt réceptifs. Ça ne me fait pas ni plus peur ni moins peur. Je me sens en sécurité à partir du moment où il y a une police qui est présente, donc c'est l'essentiel. Vu que les voyous sont armés, il faut bien que la police puisse riposter. Donc moi, ça ne me pose pas de soucis. Récemment, la municipalité d'Albertville a signé une convention de coordination avec les services de sécurité de l'État. Et c'est cette signature qui a déclenché la suite. Dans le cadre de cette convention, il est prévu des interventions communes entre la police nationale et la police municipale, de façon à ce que, sur de grosses interventions, notre police municipale puisse venir en renfort. Et à ce titre-là, je ne pouvais pas laisser la police municipale être en danger si elle n'était pas armée sur ces grosses interventions. Les policiers municipaux armés sont sélectionnés et formés. Ils font l'objet d'un arrêté préfectoral individuel à l'issue d'un bilan psychologique, entre autres.
Les 3 agents d'Albertville étaient déjà armés dans leurs précédentes fonctions. Pour eux, c'est une évidence. Il est difficile de ne pas pouvoir assurer sa propre sécurité si on veut assurer la sécurité des concitoyens. Et la police reste police à part entière, qu'elle soit municipale, nationale ou même la gendarmerie. Je pense qu'il est difficile, j'ai du mal à concevoir qu'un policier ne le soit pas en tout cas. L'arme, elle a vocation de tuer certes, mais elle n'est pas là pour être utilisée. C'est vraiment une force de dissuasion avant tout. La police municipale d'Albertville compte actuellement 8 agents. 2 recrues devraient arriver en début d'année prochaine. Et à l'horizon 2017, 3 nouveaux agents devraient être armés. On passe à la justice. 2e semaine est reprise ce matin devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère du procès de la rixe mortelle d'Échirolles, dans laquelle Kevin et Sofiane, vous le savez, avaient trouvé la mort en septembre 2012. L'examen des personnalités des 12 accusés se poursuit. Jean-Christophe Solari, vous suivez ce procès pour la rédaction de France 3 Alpes. Alors, où en est-on ce soir ? Bonsoir Marie. Eh bien, aujourd'hui, la cour qui siège, je vous le rappelle, à huis clos, et examinait ce matin le parcours d'Ibrahim Camara. Le jeune homme de 24 ans est un personnage clé de ce dossier aux multiples protagonistes. Il est en effet un des 2 seuls à avoir donné les noms et les rôles de nombreux autres auteurs présumés du lynchage de Kevin et Sofiane. Il a dit aussi que pratiquement tous les accusés avaient bu ce soir-là. Il n'aurait été présent à la rixe, lui, que pour récupérer son petit frère. Il comparait d'ailleurs libre à ce procès. Mais lors de la perquisition au domicile de son ami, un pistolet avait été saisi. Il faut aussi savoir qu'Ibrahim Camara est revenu sur certaines de ses déclarations, des déclarations donc mouvantes qu'il faut prendre avec précaution et que les avocats des autres accusés chercheront à affaiblir quand il sera temps de s'intéresser aux faits. Ce sera la semaine prochaine. Un témoignage qui a coûté cher à Ibrahim Camara, selon son avocat, Maître Ripper. Il comparait libre, mais avant d'avoir été libéré, il est resté un certain temps en détention, plus d'1 an. Et en détention, il était l'objet de pression, de menaces, de risques de représailles. Et c'était très difficile pour lui, la détention. Il ne pouvait pas sortir en promenade, parce que vous savez bien que les messages passent d'une prison à l'autre, et que dans la prison où il se trouvait, on l'accusait jovialement d'être une balance. Le mot avait été passé, et on lui menait la vie difficile. Alors un procès à huis clos, vous l'avez dit, Jean-Christophe, qu'est-ce qui filtre pour autant sur l'attitude des accusés ? Bien, ce qui ressort des témoignages des avocats à la sortie de ce procès, c'est que les accusés assument globalement le fait d'être présents dans le box. Ils veulent d'ailleurs s'expliquer sur leur rôle lors de la rixe. Pratiquement aucun ne nie avoir été présent, mais ils ne semblent pas intégrer pour l'heure la gravité des faits reprochés et les conséquences de cette peine. Ils encourent 30 ans s'ils sont condamnés pour homicide volontaire. Écoutez ce qu'en dit maître Florent Giraud, un des avocats des accusés. On leur parle de leur quartier est normal, on leur parle de leur famille est normale, on leur parle de leur existence, de leur enfance, tout est normal. Pourtant, ce sont quand même des garçons qui ont des trajectoires de famille qui sont véritablement un peu désocialisés, dans des quartiers en très grande difficulté, avec une précarité, avec des familles éclatées, donc des parents qui peuvent s'opposer, etc. Et il y a une sorte de fatalité de tout ce qui leur arrive. C'est pas une enfance heureuse, c'est pas une enfance malheureuse, et tout d'un coup, ils sont projetés comme ça dans un monde judiciaire, ils sont un peu dépassés. Merci Jean-Christophe Solari pour cet éclairage. Merci beaucoup. Un mot de politique à présent. À l'approche des élections régionales, les candidatures sont officiellement closes. Ce matin, la liste de la droite et du centre, un nouveau souffle pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, était dévoilée. Et c'est sur un terrain de rugby de la banlieue lyonnaise que Laurent Wauquiez, chef de file, a décidé de le faire. Yaël Marie et Laure Crozat. Le stade de rugby Pierre Mendès France. Le terrain n'a pas été choisi au hasard. Je vais demander à toute la liste de passer de ce côté-là, si vous êtes d'accord. Passer sous les poteaux, l'imagerie sportive convoquée pour une présentation de liste plus tardive que prévu. Laurent Wauquiez s'affiche en capitaine d'équipe rassembleur après les tensions de dernière minute avec les centristes de l'UDI. Montrer que tout tourne rond, même si le ballon est ovale. On a 230 personnes à fédérer. C'est beaucoup, c'est une vraie équipe. Et donc c'est un gros job. Et aujourd'hui, ça nous a permis d'avoir une équipe très rassemblée, vous l'avez vu, avec un vrai enthousiasme. Une vraie pêche et maintenant on est là pour transformer l'essai mais pour nos compatriotes. Dans cette liste, de jeunes élus victorieux aux dernières élections municipales, symbole d'alternance, des chefs d'entreprise et même une championne olympique de ski. On va essayer quand même de répartir tout ça en packs un peu harmonieux. Et pour former ce pack présenté comme soudé, il a fallu souvent réviser la feuille de match. Le MoDem était lui partant pour l'alliance de la droite dès le premier tour. Parce qu'on est différents mais qu'on s'est mis d'accord à l'avance sur les valeurs, sur les objectifs et sur les projets, on sera co-responsable des engagements publics qui sont pris.
En revanche, les centristes de l'UDI ont menacé au dernier moment de se dissocier, s'estimant trop peu nombreux dans l'équipe. Après négociation, au final, un tiers des candidats portent l'étiquette UDI Modem et le match se jouera bien avec eux. Nous devons aller convaincre les électeurs centristes qui pourraient se demander s'il n'y a pas parmi cette liste des gens qui sont très à droite par rapport à nous. Donc oui, ils sont différents et il faut que nous puissions faire entendre notre voix, la porter, la représenter. C'est le travail des centristes au sein de cette équipe. Et si nous sommes dans une liste de rassemblement, c'est que nous sommes convaincus que notre place existe. Fin de la première mi-temps pour le leader de la droite. C'est désormais aux électeurs d'arbitrer lors d'un match des régionales qui s'annonce plus serré que prévu. Voilà une présentation de liste critiquée dans un communiqué par Jean-Jacques Kerran, président de région sortant, principal adversaire de gauche dans la course au régional. Jean-Jacques Kerran qui dénonce, je cite, un pas supplémentaire franchi dans la droitisation, avec dans cette liste des candidats proches du collectif La Manif pour tous et du Parti chrétien-démocrate fondé par Christine Boutin. Et le Modem de l'Isère est divisé lui aussi sur le soutien à la liste de Laurent Wauquiez, une capitulation au service d'intérêts particuliers. C'est ainsi que l'Iséroise Marie-Claire Népy décrit cette alliance entre son parti et celui des Républicains. Plus de détails, vous le voyez sur notre site internet alpes.france3.fr. Et une autre liste était officiellement présentée aujourd'hui, celle du Front National, ou plutôt les têtes de liste de chacune des 13 sections départementales qui se sont prêtées, vous le voyez, à la traditionnelle séance photo. En majorité des chefs d'entreprise. Le leader frontiste Christophe Boudot, particulièrement fier d'ailleurs du ralliement d'un médecin anesthésiste lyonnais, élu municipal jusqu'alors centriste, un certain Pierre Delacroix. Écoutez-le. Le professeur Delacroix est en train de proposer à Marine Le Pen une réforme de la santé, une réforme du système de la santé. Et le fait que Pierre Delacroix nous rejoigne, c'est tout à fait majoratif pour notre liste et nos idées, parce que maintenant nous pouvons compter sur quelqu'un qui est en charge de la santé au niveau professionnel et qui a beaucoup d'idées pour réformer la santé au niveau régional aussi, avec l'ARS et la réduction de la fracture médicale. Donc Pierre Delacroix sera un très très bon vice-président de la région. Dans l'actualité, il y a aussi en Isère l'inquiétude des salariés de la Répit L'Étape. Depuis près de 40 ans, cette association œuvre pour l'accompagnement, l'hébergement et la réinsertion des personnes les plus fragiles. Mais aujourd'hui, face à de gros problèmes financiers, la direction annonce des licenciements. Reportage de Sophie Pellerin et Vincent Abran. À La Répit L'Étape, on appelle cela un atelier d'adaptation à la vie active. Jeunes en errance, adultes désocialisés, ils découvrent ou redécouvrent ici le monde du travail. Le travail, c'est la santé. Donc on a besoin de travailler, sinon on ne peut pas vivre. Et c'est ce que vous apporte cet atelier-là ? Tu sens quelque part que tu existes. Si on n'a pas de travail, on n'existe pas. Pour les encadrer, les 7 éducateurs ne seront bientôt plus que 5. 2 postes sont supprimés à l'atelier et 7 sur l'ensemble de l'association qui compte 80 salariés. Atelier d'insertion, hébergement d'urgence, accompagnement des détenus en fin de peine. La structure œuvre sur tous les fronts de l'aide aux plus fragiles, mais connaît elle aussi les effets de la crise. Il y a des budgets de plus en plus contraints, une érosion des subventions, des charges qui restent fixes. Résultat, il manque 1 million d'euros. En grève sous le soleil, les salariés dénoncent une mauvaise gestion, craignent d'autres licenciements et s'inquiètent de la disparition pure et simple d'un des services de l'association, celui des enquêtes de personnalité. Les 3 enquêteurs sont licenciés. Les enquêteurs, eux, ils interviennent à la demande des juges d'instruction. Ils apportent un éclairage très très important sur la personnalité des gens qui sont mis en examen et donc ils contribuent à ce qu'on appelle la personnalisation de la peine. Avant d'être licenciés dans les prochaines semaines, les enquêteurs de l'association A Répit L'Étape apporteront une dernière fois à la justice cet indispensable éclairage. En qualité d'experts, ils sont appelés à témoigner au procès des meurtres de Kevin et Sofiane. Autre inquiétude et mouvement de colère, toujours en Isère, à Grenoble. Cette fois-ci, celui des formateurs du Greta. Une quarantaine d'entre eux manifestaient aujourd'hui. Une manifestation pour dénoncer un plan social, synonyme de non-renouvellement de contrat ou de baisse de salaire. Et cela pour près d'un quart des 110 salariés de cet organisme de formation pour adultes, dépendant de l'Éducation nationale. Les salariés réclament que leur contrat soit préservé et qu'un audit indépendant soit réalisé. Demande adressée dans une pétition transmise notamment à la rectrice d'académie.
C'est un des grands rendez-vous du commerce isérois. La foire de Grenoble a débuté vendredi dernier dans les allées d'Alpexpo. Parmi les quelques 500 stands proposés cette année aux visiteurs, la chasse aux bonnes affaires est ouverte. Alors les bonnes affaires, justement, se font-elles plus facilement à la foire? Élément de réponse avec ce reportage d'Isabelle Colbrand et Jean-Pierre Rivet. 30 000 visiteurs pour un premier week-end plutôt réussi pour la traditionnelle foire d'automne. Mais la question qui est sur toutes les lèvres et dans toutes les têtes, c'est ouvrez les guillemets, peut-on réellement faire de bonnes affaires? Oui, on peut faire des très bonnes affaires sur la foire, notamment parce que vous avez toute l'offre concurrente qui est présente. Donc vous pouvez passer d'un stand à l'autre et faire marcher la concurrence. Et puis vous êtes face à des commerçants, donc c'est fait partie du jeu. Côté visiteurs, en revanche, on est plus sceptique. Il ne faut pas venir ici pour faire de bonnes affaires. On vient pour regarder, mais on ne fait pas d'affaires. On est toujours un peu sceptique sur ces rabais qui sont des fois faramineux, qui paraissent faramineux, mais bon, ils ne le sont certainement pas complètement. Ici, durant 15 jours, les exposants vendent leur savoir-faire. Ils espèrent des retombées. Le budget est conséquent pour les petites entreprises, de 700 à 1 300 € le stand d'environ 10 mètres carrés. Alors, il faut attirer le chaland. On a un tarif qui est affiché dans notre établissement et ici, que vous pouvez voir derrière, et on affiche 30% sur ces prix-là. On a une feuille ici où on affiche vraiment moins 30% sur le TTC. Ça coûte rien et c'est bon pour le moral. C'est le même prix qu'en magasin, qu'au Pays Basque, que sur Internet, on laisse les mêmes prix en fait. Donc on n'augmente pas les prix pour les foires, hein. Nous on est là juste pour faire plaisir aux gens, venir montrer le Pays Basque aux clients. Cette année, on attend 80 à 90 000 visiteurs pour battre le chiffre 2014 qui était de 72 000. Et pour aller plus loin, je reçois sur le plateau du Journal des Alpes Christophe Comte. Bonsoir, vous êtes directeur commercial d'Alpexpo. Alors la foire de Grenoble, ça reste un grand rendez-vous populaire, tant pour les exposants que pour les clients finalement, on l'a vu. Oui, c'est un événement qui est attendu à la fois par les commerçants du département, mais aussi des nationaux qui viennent pour présenter des produits régionaux de leur propre territoire. Et puis c'est un rendez-vous aussi attendu par les visiteurs. Il y a des habitués chaque année de la foire de Grenoble, et puis il y a des nouveaux visiteurs cette année qui ont été attirés par notamment toutes les animations qui ont été lancées cette année. Oui, parce qu'il faut dire que l'édition 2015, elle a été complètement repensée. Oui, puisque la foire de Grenoble était sur une pente descendante, un déclin, moins d'exposants, moins de visiteurs depuis un certain nombre d'années, et il était important qu'on relance cette foire, notamment avec plus d'exposants. Donc on a créé de nouveaux secteurs à côté des secteurs traditionnels, et puis on a repensé la foire pour qu'elle soit plus intéressante pour les visiteurs. C'est-à-dire qu'une foire, c'est vrai, c'est un lieu de commerce, mais c'est d'abord un lieu où on vient passer du bon temps, entre amis ou en famille, et on a tout repensé pour que les gens viennent d'abord peut-être pour se distraire, se changer les idées, et puis s'ils ont envie de consommer, ils pourront aussi consommer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire nouvelle date, nouveaux horaires, nouveaux secteurs aussi. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment novateur cette année? Les secteurs traditionnels sont là, l'automobile, la gastronomie, le shopping, les meubles, les cuisines, cheminées, etc. Et on a 3 nouveaux secteurs, un consacré aux loisirs et au tourisme, un autre sur tout ce qui est service à la personne, et enfin un dernier qui est l'espace coquin, qui est un clin d'œil à certains visiteurs. Alors est-ce que tout ça, ça marche finalement? Est-ce que le démarrage, c'est bien fait? Ça marche bien, il y a un très bon bouche à oreille sur la foire, puisque effectivement, comme le reportage l'indiquait, on a 30 000 visiteurs en 3 jours, donc c'est un très bon chiffre pour l'instant. Effectivement, ce sera à la fin, dimanche soir, qu'on vérifiera si la tendance s'est confirmée, mais globalement, et malgré un temps qui est extrêmement chaud, les gens sont venus à Alpexpo et sont venus à la foire. Ça veut dire que la foire redémarre, après la pente descendante, on est peut-être sur l'ascendant. Voilà. On avait stoppé la baisse du nombre d'exposants, puisqu'on est à plus 8% d'exposants par rapport à l'année dernière. Et en termes de visiteurs, on est là aussi sur un chiffre qui est encore difficile à estimer, mais qui sera aux alentours des plus 20 ou plus 25% si la tendance se confirme. Que du plus. Merci beaucoup Christophe Comte d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur commercial d'Alpexpo. Je rappelle aussi que la foire, c'est sur le site jusqu'au 15 novembre prochain. Économie toujours, mais du cinéma cette fois-ci, pour vous parler de Xilam, un studio français d'animation célèbre pour la série Oggy et les cafards, que vous connaissez peut-être, en tout cas vos enfants certainement. Eh bien, une partie de son activité délocalisée en Asie va être rapatriée dans la métropole lyonnaise, permettant ainsi la création d'emplois dans notre région. Sylvie Cozzolino et Patrick Perel. En mars prochain, les équipes de Xilam poseront leurs valises au pôle Pixel. Cela fait des mois qu'ici on travaille à leur arrivée. Le producteur de dessins animés qui sous-traitait une partie de son activité en Asie a décidé de relocaliser son savoir-faire en France et notamment à Villeurbanne, avec à la clé une centaine d'emplois.
Une stratégie gagnante des collectivités et des professionnels du cinéma en Rhône-Alpes. On a des écoles, comme je l'ai dit, on a des compétences, on a des financements. C'est-à-dire, alors les financements, ce n'est pas pour l'entreprise elle-même, mais la région accompagne depuis très longtemps cette activité d'animation, enfin de fabrication de dessins animés sur l'ensemble de la région, à Valence, à Annecy, à Lyon, un peu partout. Et du coup, on a développé finalement une identité, une compétence forte dans ce secteur. Si le jeune public connaît Xilam, c'est pour sa série culte, Oggy et les cafards, diffusée sur France Télévisions et vendue dans plus de 150 pays. 15 ans de succès en télévision. À Lyon, Xilam devrait assurer 2 à 3 séries de dessins animés. L'entreprise reconnaît que fabriquer en France majore le coût de ses productions de façon importante, mais forte des soutiens régionaux et nationaux, des compétences trouvées à Villeurbanne, le jeu en valait la chandelle. Alors, on sait que ça va nous coûter beaucoup plus cher, évidemment, de fabriquer en France, mais on sait obtenir à la fois un niveau de qualité plus élevé et aussi une productivité plus importante, de façon à pouvoir livrer nos diffuseurs de façon plus rapide. Voilà. Donc ça, c'est un élément fort, c'est qu'on aura beaucoup moins d'allers-retours à faire. Xilam, dont la réputation a depuis bien longtemps franchi nos frontières, est assurément une belle vitrine prometteuse pour le pôle Pixel. Une initiative à présent au cœur de la Chautagne, en Savoie. Premier coup de pelle ce matin d'un site Naturopole. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien tout simplement de regrouper des terres maraîchères autour d'une unité de transformation et d'une cuisine collective. Objectif, produire des repas pour les cantines scolaires du bassin aixois et cela dès la rentrée prochaine. Explication de Serge Vorette et Maxime Kemener. Cette terre-là n'est que de l'herbage qui n'a jamais reçu de culture et c'est bien cela qui a particulièrement plu à l'association Naturopole 3D. Une terre quasi vierge pour produire, transformer et manger de la manière la plus raisonnée possible. Ça colle à l'actualité, hein. On reprend contact, on reprend racine avec les origines terriennes, avec la consommation de produits naturels hein, dont on a besoin. Hein. Et locaux, c'est surtout ça. Sur 12 hectares, on va donc bientôt voir pousser ici de la culture maraîchère de première qualité, suivie de son unité de transformation, de sa cuisine collective, le tout à destination des crèches et des écoles du bassin aixois. Une cuisine comme celle-ci, située à La Roche-sur-Foron et qui fonctionne depuis 8 ans déjà, avec 40 producteurs locaux sur 80 sites scolaires, le tout dans un rayon maximum de 30 km. Quand on regarde autour de soi, il y a tout ce qu'il faut. Simplement, c'est une volonté d'entreprise d'aller se tourner vers des producteurs locaux. Derrière l'importance aussi de redonner du sens aux saisons, les producteurs locaux, on va forcément avoir des produits de saison. On n'aura pas de la tomate au mois de décembre. Et c'est parfaitement notre choix. Certes, ce type de repas a un coût, 20% plus cher, mais c'est le coût d'une nourriture saine et aussi de la revitalisation d'un territoire, la Chautagne, un peu trop longtemps préservée. Alors la préservation, je dirais, c'est un bien et c'est un mal. C'est un mal vis-à-vis du développement. Cependant, c'est un bien parce qu'aujourd'hui, à une époque où justement on attache de plus en plus d'importance à la préservation de l'environnement, on est dans une croissance verte. À l'heure où la COP21 se prépare sur les estrades parisiennes, elle prend forme d'une certaine manière en Chautagne. Nous partons à présent pour le massif des Écrins où 3 alpinistes guides de haute montagne viennent d'ouvrir une nouvelle voie sur la face nord du pic sans nom. Et cela après une ascension difficile, 3 jours de grimpe semés d'embûches que nous racontent Mekioussa Boudjema et Fabien Madigo. Regardez. Devant eux, un mur de roches et de glace, 1000 mètres de défi. On a mis 3. Je peux pas le faire avec lui. À force de volonté, ancrage après ancrage, la face nord du pic sans nom se laisse peu à peu dompter. Là, sous le relais. Sous la mousqueton rouge. Là, voilà. C'est bon, là. À gauche, à gauche, à gauche. 3 guides professionnels, 3 jours de bivouac, 24 heures de pure ascension pour une naissance à 3810 mètres d'altitude, baptisée le prestige des Écrins. On aperçoit le soleil final. Un challenge mûrement réfléchi depuis décembre 2014. Il commence ici, au cœur du massif des Écrins. La vallée du glacier blanc sur notre droite et la vallée du glacier noir. C'est le même départ que la marche d'approche du fameux jour. Le 19 octobre dernier, c'est parti pour 4 heures de marche d'approche. On part avec un pactage de 12-13 kilos chacun sur le dos.
Et voilà, on se pose déjà des questions alors qu'on n'a pas vu la face, on a en référence que des photos. C'est ce qui nous a permis de se dire, bon allez, faut la tenter là rapidement avant que d'autres le fassent. Le trio enchaîne les imprévus, les difficultés soutenues, croise même une avalanche. L'aventure est rendue possible parce qu'ils sont complices et complémentaires. Allez Ben. À 3, c'est mieux, c'est l'idéal. Parce qu'il y en a un qui se repose, un qui assure, un qui grimpe, et puis on tourne comme ça tout le temps. Et comme ça, il n'y en a jamais un qui est fatigué, quoi. Un partage et des sensations qu'ils se promettent de réitérer. À leur horizon, les ombres d'autres sommets se font déjà désirer. Et avant de nous quitter, ce rappel, cet incendie qui s'est déclaré hier après-midi dans un local de stockage du Secours catholique. Ça se passe à La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie. Tout y a brûlé, notamment des meubles provenant de dons et destinés à aider des personnes dans le besoin. Une situation provoquant la colère et le désarroi aussi des bénévoles de l'association. Les gendarmes privilégient la piste d'un incendie criminel. C'est la fin de ce Journal des Alpes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet alpes.france3.fr. Prochain point sur l'info dans les Alpes.